Bonjour, on va commencer aujourd'hui donc une nouvelle série de vidéos qui répondent un peu à ce qu'on avait vu aux demandes de la SHP, à savoir les modifications apportées dans les logiciels de développement Adobe, c'est-à-dire Lightroom d'un côté, Photoshop de l'autre, et puis répondre à un certain nombre de questions au passage, tout en me concentrant sur ce qui me semble central, c'est-à-dire la notion de sélection de zones d'image. Donc il s'agit ici de travailler sur le flux de production, sur la post-production en particulier, et de se poser un certain nombre de questions sur la notion de sélection, sur les apports des outils logiciels et sur ce qu'on peut en tirer. Alors la première partie, ça va être plutôt une approche générale, cette première séquence, où je vais essayer de vous proposer un peu mon approche personnelle, parce que, comme d'habitude, je ne crois pas trop aux modes d'emploi tout faits qui servent à tout et en fin de compte qui ne sont que des aspects techniques. Ce qui m'intéresse, c'est de partager un peu ma façon de voir la photo, la façon dont j'utilise mes outils, même si ça n'a rien de modèle, c'est juste une façon de travailler parmi d'autres, mais peut-être que certains d'entre vous trouveront un certain nombre de réponses à leurs questions. Donc ce qui était prévu dans les cours 2023, c'était, comme je l'ai dit, les nouveautés importantes dans les logiciels Lightroom et Photoshop. Donc vous savez que maintenant ces deux logiciels sont uniquement vendus sur abonnement, et les mises à jour qui sont régulières et gratuites, donc du coup, enfin gratuites, elles font partie de l'abonnement. Ces mises à jour proposent un certain nombre de nouveautés régulièrement. Dans les versions les plus récentes de 2022, on va voir que les nouveautés tournent surtout sur des fonctionnalités autour du zoom, c'est-à-dire la façon de zoomer sur une portion de l'image pendant le développement. Ça, c'est vrai pour Lightroom. Pour Lightroom également, on a un ajout de ce qui s'appelle la fonction color grading, c'est-à-dire ce qui permet de teinter indépendamment les ombres, les lumières et les tons médiums. Et puis, pour les deux logiciels, Photoshop et Lightroom, on a l'intégration de nouvelles fonctions qui sont là particulièrement intéressantes, des fonctions issues de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la reconnaissance automatique, on va dire, une reconnaissance automatique de forme, mais de forme significative, pour des nouveaux modes de sélection. Ce qui était prévu à l'origine, c'était de vous faire un cours comme on fait d'habitude, c'est-à-dire en présence dans la salle de la SHP, et de montrer comment manipuler ces nouvelles fonctions. Le problème, c'est que pour pratiquer ainsi, il faudrait avoir l'abonnement par la SHP des logiciels Adobe. Alors le principe en est acquis, on doit s'abonner, mais on n'a pas pu réussir pour le moment à temps, pour cette année en tout cas, à avoir des facilités de paiement par prélèvement pour le club, et d'autre part d'avoir l'abonnement internet en notre nom propre. Donc la solution que je vous propose pour cette année, c'est finalement de déterminer deux niveaux d'importance dans ces nouveautés. Ce qui me semble moins important, ce sont les aspects essentiellement techniques qui relèvent du mode d'emploi, et ça je pense que finalement on peut travailler avec des tutoriels en ligne qui sont plutôt bien faits. Alors je vous en mets deux ici. Il y en a un qui est fait par Adobe directement, qui concerne les nouveautés de Lightroom, que vous avez à cette adresse ici, que je vous laisse le temps de recopier. Et de même, un autre tutoriel qui là n'est pas par Adobe, mais qui est pas mal fait, sur le color grading, et qui explique ces fonctions de color grading. Gérald nous avait proposé un certain nombre d'explications préliminaires dans une de nos réunions. On pourra y répondre également pendant les séances à vos questions éventuelles, mais ça, je propose pour l'instant de vous renvoyer vers ces tutoriels. Et puis pour cette année, plus intéressant, me semble-t-il, est de travailler sur les nouvelles fonctions de sélection. À la fois sélection dans Lightroom, sélection dans Photoshop. Pourquoi ? Parce que ça me semble nécessiter, avant de se lancer dans le mode d'emploi, une réflexion sur cette notion de sélection, sur l'utilité de sélectionner des parties d'une image,
et sur la place des retouches locales dans le flux de travail. Première chose donc, pourquoi sélectionner des zones d'image? D'abord, il faut peut-être définir ce qu'est une sélection, et on pourrait rapidement définir cette notion comme le choix d'une zone spécifique d'une image sur laquelle on va apporter un ou des traitements spécifiques. C'est aussi ce qu'on appelle dans Lightroom la retouche locale. Ça s'oppose finalement, ou ça se distingue, on va dire, au développement global du fichier RAW, où là on retouche l'ensemble de l'image, ou bien à des retouches globales qui là aussi s'appliquent à l'ensemble de la photographie qu'on a à l'écran. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de travailler uniquement sur des portions, des grandes, des petites, simples, complexes, des portions de notre image, de façon à répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose ou à un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe. Alors, en photographie argentique, on sélectionnait déjà quelque part des zones de l'image, mais on le faisait, j'allais dire, entre guillemets, en négatif, c'est-à-dire qu'on masquait lors de l'exposition du papier, on masquait avec soit la main, soit avec des petits masques qu'on agitait sous l'agrandisseur, un certain nombre de zones, de façon à soit limiter la surexposition que l'on craignait, soit par contraste, à augmenter l'exposition par rapport à une photo plutôt surexposée. C'était très intuitif, c'était forcément très limité déjà parce qu'on ne pouvait agir que pendant le temps de pause global défini pour l'ensemble de l'image, l'exposition du papier. C'était peu précis puisqu'on agitait à la main, et puis c'était non reproductible puisqu'il s'agissait d'un geste manuel et approximatif et qu'on ne faisait jamais deux fois le même geste pour deux photos ou deux tirages de la même photo. En photographie numérique, on est libéré totalement de ce temps d'exposition de l'image par le fait que, eh bien, on n'a plus d'agrandisseur et donc on a toute latitude possible pour organiser son travail, pour monter des opérations plus ou moins complexes, pour y revenir, pour s'arrêter, pour travailler, pour passer autant d'heures si on a envie, à travailler sur des définitions plus limitées du travail de post-production. Alors ma proposition, c'est ce que je disais en introduction, c'est ne pas se cantonner au mode d'emploi technique des outils logiciels, parce que ça c'est totalement inintéressant en tant que tel. Sinon le risque c'est quand on prépare un mode d'emploi, c'est de se dire finalement je vais utiliser telle ou telle fonction, sans se poser forcément la question du pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette fonction-là. Moi ce qui m'intéresse c'est d'intégrer le geste technique dans une pratique de la photographie. Alors, c'est la mienne forcément, elle est limitée. C'est un simple exemple parmi d'autres, il n'y a aucune ambition à avoir d'autre que de partager. Mais en tout cas, l'idée qui est derrière, ce que je fais, c'est de ne jamais découpler la vision photographique globale, c'est-à-dire ce que je cherche à faire en tant que photographe, des outils dont je dispose. Et les outils sont simplement au service de ce que je veux arriver à faire. La question à se poser, c'est pourquoi apporter des traitements spécifiques à certaines zones. Alors, de façon globale, la question est facile à répondre. Apporter des traitements, des modifications à l'ensemble d'une image, tout simplement, ce qui va nous permettre de la développer, de passer le RAW en JPEG, sachant que le RAW n'est pas une image et qu'il faut ajouter aux données brutes du capteur un certain nombre de réglages qui ne sont pas compris dans le fichier RAW. Donc ça c'est simple de façon globale. La question c'est pourquoi certaines zones méritent notre attention. La première réponse à cette question, ce qui semble être une évidence, concerne le cas des montages créatifs. C'est-à-dire où on va associer des zones d'image qui ne sont pas forcément réunies dans le monde réel. On voit par exemple ce que fait Philippe Bourdon dans son travail de création. Et c'est ce qui va nous permettre de créer une nouvelle image à partir d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être totalement séparés les uns des autres. Mais ça, je pense, contrairement à une idée qui vient à l'esprit immédiatement, c'est peut-être un cas particulier du traitement par sélection ponctuelle, du traitement spécifique de certaines zones. Sélection et création
sont deux notions bien différentes, même si elles sont complémentaires. La création, c'est quelque chose que l'on fait déjà quand on prend une photo au niveau de son appareil, que l'on fait encore quand on travaille en post-production sur sa photo. La création, elle est plus ou moins avancée, elle nous permet de distinguer plus ou moins une originalité de la photo par rapport au monde autour de nous, mais on n'a pas forcément besoin de sélection. Ce sont deux choses séparées. De façon moins évidente, mais qui me semble peut-être plus nécessaire, le traitement spécifique de zones d'image me semble faire partie du travail intégrant, du travail de développement photographique. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous maintenant, avant de voir comment manipuler ou quels sont les outils qui nous sont offerts, voir un peu les pourquoi. Et pour développer ce point de vue, je m'excuse, je vais faire un petit détour entre guillemets philosophique autour du concept de photographie, c'est-à-dire qu'est-ce que représente la photographie, qu'est-ce qu'est la photographie, et un certain nombre de questions qui nous permettent de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin éventuellement de retoucher une photographie. Alors ça, ce sont quelques considérations personnelles sur la photographie, elles n'ont aucune ambition autre que, encore une fois, le partage, et c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. La photographie, ce qui est évident à mon avis, c'est que ce n'est pas du tout un concept unifié dans les pratiques, même si une certaine définition très globale, très large, peut être acceptable. C'est-à-dire, la photographie, c'est reproduire, grâce à la lumière, des scènes du monde qui nous entoure. C'est apparemment simple, mais en fait, quand on y réfléchit un peu, ça soulève un certain nombre de questions. Première question, puisqu'on parle de reproduire des scènes du monde qui nous entoure, c'est quel est le degré de fidélité qu'on va devoir, qu'on va vouloir imposer ou créer entre la photographie et ce monde réel. Est-ce que la photographie est uniquement une reproduction du monde réel, ou est-ce qu'il y a des différences, des écarts qui peuvent apparaître entre ce monde réel et l'image que l'on va créer? Ça pose la question déjà de savoir aussi qui va définir cette norme de fidélité. Est-ce que c'est un dogme absolu? Est-ce qu'on peut avoir des approches personnelles? Ce qui me semble être la réponse, bien sûr. Si on regarde déjà la SHP, parmi nous, il y a des approches totalement différentes. Considérer les pratiques entre ce que font des gens comme Patrice Carré, qui fait de la photo de rue, la street photographie, entre ce que font nos adeptes de la photo de nature, qui s'imposent des limites au traitement autorisé, même si, à mon avis, certaines de ces limites posent question, ou celles que je vais appeler les pratiques des poètes, comme Philippe Bourdon. On a des choses radicalement différentes. D'ailleurs, des fois, j'entends lors des projections, j'entends sur les sièges des remarques du genre « Ah, ça, c'est plus de la photographie ». C'est une question qui peut se poser, mais la réponse est loin d'être évidente à mon avis. La deuxième question, un petit peu plus philosophique peut-être, c'est quel est notre propre rapport au monde? Avant de dire il y a une fidélité entre le monde et la photographie, il faudrait peut-être se poser déjà aussi la question de savoir, nous, comment est-ce qu'on perçoit le monde? Est-ce que le monde, c'est une donnée objective? Est-ce que tout le monde voit le monde de la même façon? Si nous portons certains des lunettes, pas d'autres pas, ceux qui ont des lunettes avec des corrections différentes, ceux qui ont des défauts de vision, qui ne voient pas toutes les couleurs de la même façon, etc., le monde, il nous apparaît de façon différente, et nous le percevons, nous le construisons de façon totalement différente individuellement. Donc est-ce que c'est une question de vision objective ou de perception, quelque chose de personnel? Personnellement, dans ma profession en tant que scientifique, j'ai été amené à adopter une posture qui s'appelle le constructivisme, c'est-à-dire que toute représentation de la réalité, toute construction d'une connaissance n'est en fait qu'une construction mentale, individuelle, qui est fondée sur nos sens, c'est-à-dire les données qui nous sont fournies par nos 5 sens, traitées par notre intellect, en tenant compte de facteurs psychosociaux, d'humeur, d'appartenance à des milieux sociaux différents, de vécus différents, d'histoires différentes, etc., etc. Tout est une question, autrement dit, de construction.
De la même façon, si j'applique cette notion générale à la photographie, pour moi, une photo n'est jamais objective. Une photo n'est jamais qu'une sélection, plus ou moins consciente, d'une portion de ce qui nous entoure. Quand nous prenons une photo, nous sommes entourés par un panorama autour de nous. Et nous décidons que la photo va englober uniquement telle ou telle partie de ce monde qui nous entoure. Et cette sélection, qui est finalement la prise de vue, cette sélection répond à une intention. Elle aussi, cette intention, elle est plus ou moins consciente. Ça peut être photo de reportage, illustrer un aspect de notre société. Ça peut être recréer une émotion devant un paysage, une photo plus esthétisante. Ça peut être montrer, mettre en évidence, souligner l'importance d'un ou plusieurs personnages, etc., etc. Et cette construction, elle est faite de façon totalement automatique et parfois inconsciente lorsque nous décidons du cadrage, lorsque nous décidons du choix du point de vue, de la perspective, du format, horizontal, vertical, carré, du type d'objectif choisi avec les conséquences optiques qu'il va y avoir, en particulier sur la profondeur de champ, des réglages de l'appareil, etc., etc. Mais aussi, cette intention va guider le type de post-traitement que l'on va mettre en place pour répondre justement à cette intention initiale. Et puis enfin, il y a une troisième question qui là est propre à la pratique, à l'activité photographique, qui est la coexistence, dont il faut être conscient, de deux images radicalement différentes, ce qu'on appelle l'image mentale, c'est-à-dire l'image qu'on a en tête, l'humain a en tête, le photographe a en tête, et l'image photographique, c'est-à-dire ce que l'appareil photo va enregistrer. Il y a une différence radicale entre la perception visuelle de l'humain et la perception de l'appareil photo. Ça, il faut absolument en tenir compte dans son image. L'humain voit, entre guillemets, avec son cerveau. En fin de compte, le cerveau perçoit un certain nombre de données à travers les organes de la vue, mais ces données sont mélangées dans leur traitement avec toute une complexité de données autres qui forment la personnalité de chacun. Les émotions, le vécu, tout ce que l'on peut imaginer. Et il n'y a dans les données aucune différence entre la forme visuelle et le sens. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que le cerveau déchiffre toutes les situations que l'individu rencontre, et c'est le cerveau qui va concentrer l'attention de l'individu sur un certain nombre d'éléments qui portent du sens. C'est pour ça qu'on a le regard attiré par tel ou tel détail, tel ou tel personnage, telle ou telle situation. Et que l'œil va se concentrer, ou plutôt que l'œil, c'est l'attention qui va se concentrer sur un ou deux ou quelques éléments et voir, entre guillemets, flou le reste des éléments de la situation. Alors qu'en fin de compte, toutes les données devraient être également nettes, entre guillemets. Il y a un rapport étroit, autrement dit, entre le sens et la forme. La forme est sélectionnée par le sens que lui donne le cerveau. Le cerveau adapte également la vision aux différentes conditions physiques. Des contre-jours, des contrastes forts entre lumière forte et faible, avec l'adaptation, par exemple, de la vision par l'iris qui va se contracter ou se dilater. C'est ce qui nous permet de faire face à des situations de luminosité très distinctes, ce qu'un appareil photo, par exemple, est incapable de faire. Et justement, l'appareil photo, lui, ne va jamais gérer le sens, parce que le sens est quelque chose d'uniquement humain, voire de personnel, et n'est en aucun cas quelque chose de technologique. C'est ce qui fait justement toute la question de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en technologie, c'est la tentative d'introduction du sens dans le traitement d'un certain nombre de données qui ne sont que des données formelles en informatique. L'appareil photo, de la même façon, le capteur n'enregistre que des données physiques. C'est-à-dire, pour chaque pixel du capteur, ce qu'on appelle des valeurs de luminance. Et puis c'est tout. Il n'y a aucune
focalisation de l'attention par l'appareil photo ou la technologie sur tel ou tel détail. Tous les détails sont pris en compte. La précision de l'image dépend uniquement du nombre de pixels, mais il n'y a aucune hiérarchie entre ces pixels. Ça, il faut bien le saisir. Autrement dit, l'image photographique, c'est uniquement une question de points qui, placés les uns à côté des autres, vont permettre à l'œil puis au cerveau humain de traiter ces données, et c'est le cerveau qui, à partir de ces juxtapositions de pixels, vont reconstruire des formes, vont créer des relations entre ces formes et vont générer du sens pour l'image. Et c'est donc le rôle du photographe de faire en sorte que l'image photographique, c'est-à-dire l'image saisie par l'appareil photo, traitée éventuellement par l'ordinateur, que cette image prenne du sens et devienne, entre guillemets, compréhensible, c'est-à-dire que ce sens puisse être saisi par ceux qui vont voir, par ceux qui vont regarder cette image ultérieurement. Le photographe, autrement dit, c'est une sorte de médiateur entre ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a envie de faire passer, et la technologie qu'il utilise. Pour illustrer ce que je veux dire, voilà un exemple d'image, ce que j'appellerais l'image photographique. C'est l'image de départ que j'ai prise dans ma visite à un EHPAD il y a quelque temps. C'est une visualisation du fichier RAW. Alors, je rappelle que le fichier RAW, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas visible, donc c'est le premier traitement minimal donné à l'image RAW, de façon à ce qu'elle devienne visible. Toutes les parties de l'image sont, entre guillemets, traitées sur le même plan par le capteur. Il n'y a aucune intention derrière cette image. Ce qui fait que c'est une image, quand on la regarde, qui est plutôt terne, que ce soit dans les coloris, dans les tonalités, dans les contrastes, etc. La seule justification du déclenchement que j'avais, c'était que j'avais été marqué par le visage de cette femme dans l'EHPAD. La question après, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire, quelle image mentale est-ce que j'avais? Et comment est-ce que j'ai pu créer une image photographique qui rejoigne cette image mentale? Alors, ma première réaction dans cette visite d'EHPAD, ça a été quelque chose d'assez violent, je dois dire. J'ai été choqué par ce que j'ai vu. Non pas parce que l'EHPAD était de mauvaise qualité, pas du tout. Je dirais au contraire, les conditions de vie étaient tout à fait correctes. Mais pour moi, la vieillesse, c'est quelque chose qui me touche, peut-être parce que je m'en approche, mais c'est quelque chose qui me touche énormément, et de voir toutes ces vieilles personnes rassemblées dans un même lieu, ça m'a quand même choqué assez foncièrement, et donc c'était ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de reproduire. La première intention que j'avais, ce qui allait guider mon premier traitement de l'image, ça a été de mettre en évidence cette vieillesse, à travers particulièrement toutes les marques physiques de la décrépitude. La chair qui s'affaisse, les rides qui sont de plus en plus marquées, le regard en particulier triste, vide. Cette personne m'avait vraiment frappé, c'était angoissant, et la séance m'a marqué. Donc j'ai choisi un traitement en noir et blanc, qui soit axé vraiment sur le sombre, le côté sombre et le côté dur de l'image. Et puis, avec le temps, ça fait quand même quelques mois que j'ai fait ça, avec aussi différentes visites que j'ai pu refaire, ne serait-ce que pour exposer les photos que j'avais faites là-bas, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que ces gens qui sont en EHPAD, on a l'impression quelque part, ils sont mis en marge de la société et que leur présence va disparaître progressivement. C'est pas la mort, bien sûr, ils sont encore là, ils sont bien vivants, mais on a l'impression que leur présence disparaît. Et donc le deuxième traitement que j'ai eu l'idée de faire a été axé sur cette idée de la disparition progressive de la personne. Et donc ce que j'ai voulu faire ici, c'est mettre
en évidence toujours une vision angoissante, d'où le noir et blanc, mais avec une recherche de cette évanescence, c'est-à-dire la disparition progressive. J'ai donc cherché à avoir un style plutôt aiki, dans des tons très clairs, où le visage et la personne même s'effacent progressivement dans la luminosité globale, et la personne elle-même, qui devient transparente, n'existe qu'à travers ses rides, ses yeux, sa bouche, sa peau. Ce que j'ai voulu faire quand même, c'est apporter une clarté un petit peu particulière aux yeux, parce que c'est ce regard qui reste très fort et qui me semblait caractéristique de la vie. Voilà deux traitements possibles de la même image de départ. Encore une fois, aucune valeur générale, c'est juste ma démarche, mais en la partageant avec vous pour vous montrer comment on peut traiter ces images. Alors, la conséquence concrète de ces considérations générales que je viens de voir avec vous, c'est tout d'abord la nécessité, dans l'image photographique, de réinjecter du sens, puisque la juxtaposition de pixels ne permet pas à elle toute seule, de faire ce sens que l'on recherche dans la photographie. Donc, comment réinjecter du sens? La première chose, c'est de repérer dans l'image qui semble être des éléments porteurs de sens. Quels sont les éléments de l'image qui véhiculent ou qui vont véhiculer cette intention du photographe? Ça peut être dans le choix des contrastes, ça peut être dans des éléments constitutifs du sujet, ça peut être dans les regards, etc. Quels seront les moyens à mettre en œuvre pour réinjecter ce sens dans la photo? Ça peut être en jouant sur la densité des tonalités, ça peut être en faisant ressortir le sujet, par sa netteté, par des jeux d'ondes, de lumière, par l'insertion de textures, toutes les techniques qu'on peut imaginer. Dans tous les cas, il est nécessaire ici d'intervenir non plus globalement sur l'image, ce qui était la première phase de la déérotisation, du développement de l'image, mais d'agir uniquement, ou majoritairement, sur des éléments qui sont porteurs de sens de manière distincte. Et ces éléments, eh bien, on va les traiter de façon sélective. C'est donc pour ça qu'on va avoir besoin de la technique de sélection des images. Soit dit en passant, je répondrai ici aussi par cette démarche à la question qui a été posée par un de nos amis SHP de l'amélioration du noir et blanc obtenu par le logiciel. C'est quelqu'un qui posait la question de savoir comment réussir à avoir des images qui soient beaucoup plus fortes en noir et blanc que ce que les logiciels de traitement du noir et blanc permettent de faire. Ma réponse, c'est en traitant votre image de façon sélective sur ces zones qui portent du sens, qui correspondent à l'impression que vous avez envie de créer. Ça peut être des retouches de lumière, des retouches dans les structures, des contrastes, l'intégration d'autres effets, n'importe lequel qui sélectionne, qui permet en les sélectionnant de faire du sens à vos yeux. Donc c'est pas une question de couleur ou de noir et blanc, c'est bien une question de qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est important dans l'image et quels sont ces éléments qu'on va repérer et sur lesquels on va intervenir de façon indépendante. Alors, jusqu'aux dernières versions de Lightroom et de Photoshop, c'est vrai que ces actions de sélection pouvaient être particulièrement chronophages. Est-ce que c'est pour cette raison qu'une grande part des photographes ne les utilisent pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça prenait énormément de temps pour sélectionner correctement une image, ou une portion, de l'image, et d'avoir des sélections qui soient réintégrables de façon naturelle, on va dire, dans l'image globale, parce que très souvent, les limites de cette sélection posent problème, mais sont souvent très, très marquées, très fortes, et choquent quelque part la vision quand on regarde l'image globale. Ce qui est sûr, c'est que en 2022, donc les 2-3 dernières versions à la fois de Lightroom et de Photoshop ont apporté de très fortes améliorations sur ces outils de sélection. Alors d'une part, dans la variété des modes de sélection, en fonction de critères beaucoup plus diversifiés, donc on a des nouveaux outils qui sont apparus. On a surtout aussi des nouvelles fonctionnalités qui sont issues
de cette intelligence artificielle dont je parlais, qui permettent une première mesure d'introduction du sens dans le traitement de la forme photographique. Jusqu'ici, ce que je veux dire, c'est que jusqu'ici, les outils de sélection étaient uniquement fondés sur des formes. On déterminait des rectangles, des ellipses, des zones dessinées à la main, plus ou moins aidées par l'ordinateur, mais c'est toujours des zones formelles. Ici, avec les nouveaux outils, on va avoir un début, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà pas mal, un début de reconnaissance automatique, par exemple, du sujet, du ciel, de l'arrière-plan, qui sont trois éléments constitutifs d'une image photographique et sur lesquels on peut avoir envie d'intervenir de façon séparée. Et puis, surtout, on a maintenant une combinaison possible de tous ces outils, que ce soit des outils manuels ou que ce soit des outils avec l'IA, pour pallier les limites de la technologie et arriver à des sélections finales qui correspondent très précisément à ce que l'on veut faire, et ce, dans chacun des logiciels. Voilà pour cette introduction générale à la notion de sélection et de retouche partielle. Ce sur quoi j'ai surtout voulu insister avant de passer aux aspects plus techniques maintenant des logiciels, c'est que votre image finale, elle n'est pas faite que de développement global, de retouche globale. Elle est faite surtout, je pense, d'apports ponctuels que vous pouvez faire sur telle ou telle partie de la photo pour vraiment arriver à montrer ou à faire passer le message que vous avez envie de faire passer, ou l'émotion, etc., que vous avez envie de faire passer. L'exemple, ou les trois exemples que je vous ai donnés sur cette EHPAD, toutes les différences entre les photos ont été à base de retouches partielles. À chaque fois, je suis reparti de la photo de base, dans mes deux traitements différents, mais je n'ai jamais travaillé ni le traitement 1 ni le traitement 2 autrement que par des retouches sélectives. Et c'est donc tout le travail de sélection qui m'a permis d'arriver au résultat. Alors moi, le résultat m'intéresse, après c'est une question de goût, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est ce que je voulais montrer, et les techniques que j'ai utilisées sont uniquement des techniques de sélection dans la photo et de traitement sélectif de la photo.